Bonjour Didier Reynders, vice-premier ministre de Belgique, Bonjour. Ministre des Affaires étrangères. Merci d'être avec nous en duplex de Bruxelles. Une minute de silence à laquelle, bien sûr, toute la Belgique a participé, la France aussi. C'était un moment d'union nationale, un moment extrêmement fort au lendemain de cette tragédie. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, Monsieur le Ministre ? Mais probablement le silence était l'élément le plus fort, plutôt que de tenter d'exprimer à travers des mots, se recueillir et faire part de sa sympathie, de sa compassion, de sa solidarité à l'égard des victimes, des familles des victimes. Énormément de personnes ont souhaité participer à ce moment de silence à travers le pays. Et je pense que c'est un moment de silence non seulement issu de Belgique, mais issu d'un peu partout à travers le monde, parce que nous avons aujourd'hui à dénombrer plus de 40 nationalités différentes parmi les victimes. On sait que Bruxelles a été frappée comme capitale de la Belgique, mais aussi comme siège des institutions européennes, de l'OTAN, comme capitale internationale. Et donc, la solidarité est très grande. Moi, j'ai eu l'occasion hier de faire pratiquement le tour du monde par téléphone. Les messages sont venus de partout à travers le monde. Et je dois dire que quand on reçoit, par exemple, un message de solidarité et de soutien qui vient de Beyrouth, à travers le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères du Liban, ça montre que le monde change et que quand le terrorisme, quand l'horreur frappe chez soi, dans sa ville, ici à Bruxelles, on se rend compte qu'il y a une autre façon peut-être de concevoir la manière de vivre, la manière de se développer, mais on doit rester dans la même logique, défendre nos libertés, reprendre la vie, même si des moments sont très importants, je le répète, des moments de silence comme tout à l'heure, pour montrer qu'on est très proche des victimes et de leurs familles. Oui, rien ne sera plus jamais comme avant. Vous allez perdre un peu de votre insouciance, comme le disent certains. Peut-être, on doit en tout cas tenter, je le disais ce matin, de vivre à nouveau presque normalement. Je crois qu'il faut que beaucoup d'événements puissent malgré tout se tenir, que l'on reprenne progressivement une vie normale en réouvrant les modes de transport, en essayant de trouver le chemin pour montrer que notre façon de vivre, notre façon d'être, elle doit demeurer. Il n'y a pas de raison que l'on cède à des actes barbares comme ceux qui ont été commis hier à Bruxelles, mais c'est vrai que nous savions depuis pas mal de temps que le risque était là, qu'il était possible qu'un acte terroriste intervienne. Nous savions aussi qu'il était très très difficile d'empêcher un tel acte lorsque des personnes sont prêtes à se suicider pour en tuer d'autres. Partout dans le monde, il est très très difficile d'empêcher cela. Malheureusement, ça s'est produit à Bruxelles. Il va falloir intégrer de plus en plus ce risque dans notre vie, mais en reprenant, je le disais, une vie presque normale, en montrant que notre façon de vivre, notre conception de la vie, notre conception des libertés, c'est une conception à laquelle nous tenons. Oui, il y a un risque très fort de nouvel attentat. On est au risque maximum d'alerte en ce moment en Belgique. Oui, le risque était déjà très, très présent et la menace était très élevée. Nous avons un système d'évaluation de la menace par un organe indépendant qui donne 4 niveaux dans l'échelle de la menace. Et nous étions au niveau 3, ce qui veut dire un risque très fort avec une présence policière, militaire renforcée. Maintenant, nous sommes passés au niveau 4. Parce qu'il y a eu des attentats et parce qu'il y a un certain nombre d'opérations à entreprendre, notamment dans le cadre de l'enquête. Mais le risque était très présent et, je le répète, nous savions qu'il y avait malheureusement une possibilité de voir se commettre un attentat à Bruxelles ou ailleurs en Europe. Je l'avais rappelé ces derniers mois, ces dernières semaines, encore ces derniers jours. On était convaincus que nous étions sous cette menace. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec cette menace et il faut surtout tenter de s'attaquer aux causes réelles de cette menace. Et ce n'est pas seulement en recherchant des criminels, des assassins, parce qu'il faut les appeler comme ça, ces fanatiques qui ont commis des actes terroristes, mais c'est aussi en essayant de trouver des solutions politiques dans les pays où des conflits sont aujourd'hui à l'origine de l'émergence de groupes terroristes comme Daesh. Je pense à la solution à trouver en Syrie, en Irak, en Libye et dans d'autres pays en conflit comme le Yémen. Ça ne changera rien à la détermination de la Belgique à lutter contre Daesh sur le terrain, en Syrie notamment ? Non, nous sommes vraiment très déterminés à lutter, bien sûr, dans la coalition militaire, parce qu'il faut tenter de détruire ces groupes sur le terrain, comme vous le rappeliez, dans la région, en Irak, en Syrie, partout où ces groupes se manifestent.
il faut aussi venir en aide à ceux qui souffrent directement. On tente de joindre sur le plan humanitaire les personnes déplacées en Syrie, en Irak, mais aussi d'aider les pays de la région. Je pense en particulier au Liban, à la Jordanie, qui sont particulièrement concernés par un afflux massif de réfugiés. Nous tentons aussi de prendre notre part. Nous devons accueillir des réfugiés en Europe, et c'est un débat difficile, mais la Belgique prend sa part, et de manière forte, à l'accueil des réfugiés. Et puis, je le répète, il nous appartient de tenter de trouver des solutions politiques, parce qu'il n'y aura pas de solution militaire à cette situation. La seule voie possible, à un moment donné, c'est une solution politique, faire en sorte qu'il y ait une vraie transition en Syrie, qu'il y ait un vrai gouvernement inclusif, retenant toutes les communautés en Irak, et enfin pouvoir mettre vraiment sur pied ce gouvernement d'unité nationale en Libye. Ce sont des solutions comme celle-là qui nous permettront de vaincre réellement le terrorisme. Mais on sait que plus nous progressons sur le terrain, que ce soit en Syrie ou en Irak, et c'est le cas aujourd'hui, on regagne du terrain, on regagne des villes, il faut reconstruire ces villes, mais plus nous faisons cela, plus nous courons probablement le risque de voir des groupes terroristes s'implanter en Libye ou commettre des attentats sur notre territoire. C'est ce que le coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, disait encore ces derniers jours. Plus nous allons progresser, plus il y a un risque de voir le terrorisme encore s'amplifier chez nous. On va parler dans quelques instants de ce que peut faire l'Europe pour prévenir ce genre d'attentats. On a parlé aujourd'hui de l'arrestation de Najim Lachraoui, supposé artificier de ces attentats. Où en est-on de l'enquête, Monsieur le Ministre ? Mais nous aurons cet après-midi un Conseil national de sécurité pour faire le point sur l'évolution de l'enquête. Il y a eu un certain nombre d'investigations encore hier soir, cette nuit, ce matin. Donc il y a des progrès dans l'enquête. Heureusement, on a pu assez rapidement identifier un certain nombre d'auteurs des attentats. Pas d'arrestation comme la presse a pu l'annoncer? Alors, il y a des informations qui circulent. J'attendrai d'avoir une confirmation par le parquet fédéral lors de notre Conseil national de sécurité avant que quoi que ce soit ne soit ensuite communiqué. Mais on a progressé. On l'avait d'ailleurs vu déjà ces derniers temps. L'année dernière, il y avait eu les opérations de Verviers avec le démantèlement d'une cellule terroriste importante. On a vu l'arrestation de Salah Abdeslam la semaine dernière avec aussi l'arrestation où une autre personne abattue, mais des personnes arrêtées également autour des auteurs ou des co-auteurs des attentats de Paris. Ici, l'enquête progresse très rapidement. On a pu identifier des personnes, on a pu retrouver du matériel. Maintenant, nous attendrons de voir si on a pu aussi procéder à des arrestations. Ça, c'est le parquet fédéral qui le dira. Mais on doit tout mettre en œuvre pour que les enquêtes progressent et, si possible, que l'on puisse un jour présenter devant des juges les auteurs de ces actes terroristes. C'est ce qui se passera avec Mehdi Nemmouche, auteur des attentats au musée juif de Bruxelles en 2014. C'est ce qui se passera avec Salah Abdeslam, qui a pu être arrêté vivant à Bruxelles. On espère qu'il y aura aussi possibilité d'arrestation dans le cadre des enquêtes actuelles sur les attentats de Bruxelles. Il y avait des propos de Manuel Valls ce matin disant à la fois qu'il faudra renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Europe, créer ce fameux fichier PNR. Est-ce que tout ça, la Belgique y est favorable et rapidement ? Tout à fait. Nous avons pris déjà toute une série de mesures en Belgique pour renforcer la capacité physique, d'abord en hommes, en matériel, mais aussi juridique, à travers de nouveaux textes, la capacité d'action de nos services de renseignement, des services de sécurité en général. Mais nous travaillons ensemble avec la France pour faire en sorte qu'en Europe, on progresse sur le contrôle des frontières externes de l'Union ou de Schengen, pour que l'on ait de vrais centres d'enregistrement, ça c'est pour ce qui concerne le dossier des réfugiés, mais que l'on soit aussi attentif à suivre à la trace les combattants étrangers. Et notamment, un certain nombre de banques de données sont indispensables. Mais je dirais ce qui est surtout important, c'est que l'on échange de plus en plus d'informations. Nos services de renseignement tentent de le faire avec un certain nombre de services de renseignement à travers l'Europe, à travers le monde, et cela progresse. Mais ce n'est pas dans la culture de beaucoup de services de renseignement. Beaucoup de services de renseignement collectent de l'information, ne partagent pas nécessairement cette information. Nous progressons. Depuis des mois maintenant, on constate qu'il y a de plus en plus d'échanges d'informations et on le fait bien sûr avec la France, mais avec beaucoup d'autres pays. Et puis je me réjouis surtout de la manière dont Manuel Valls a abordé les problèmes ce matin. Je l'ai entendu et je l'ai remercié tout à l'heure. Il était à Bruxelles, il est à Bruxelles pour l'instant, parce qu'il a aussi dit que nous devions tous regarder en face les problèmes auxquels nous sommes confrontés chez nous. Oui. Le radicalisme, le fanatisme parfois existe. Certains, même y compris dans le gouvernement français, qui ont pu parler de naïveté, ou d'autres qui disent que Molenbeek est la plaque tournante du djihadisme en Europe.
C'est regrettable. C'est vraiment regrettable que l'on cherche toujours à voir ailleurs les seules causes d'un problème. Nous devons, en Belgique, faire face, regarder en face des problèmes qui existent dans certains quartiers de certaines de nos villes, et pas seulement à Molenbeek d'ailleurs. On doit prendre des mesures, à la fois pour rechercher des criminels, je le répète, des assassins, mais aussi pour mener des politiques à moyen long terme en matière d'éducation, d'accès à l'emploi, de non-discrimination, d'intégration des personnes dans notre vie collective. Mais le même débat doit avoir lieu ailleurs en Europe et en particulier en France. Et je suis heureux que Manuel Valls ait dit ce matin, nous devons chacun regarder ce que nous devons faire dans des quartiers, dans des zones qui sont particulièrement difficiles et où le radicalisme, le fanatisme peut prendre racine. Ça ne nous exonère en rien de ce que l'on doit faire chez nous, mais il est très regrettable que de temps en temps, des responsables politiques ou des analystes veuillent exclusivement regarder ailleurs. Il faut affronter les problèmes chez soi et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Belgique, Monsieur Didier Reynders. À bientôt. D'avoir été notre invité aujourd'hui.